Le nouveau gouvernement sera annoncé avant dimanche, mais pas aujourd'hui. Précision ce midi de Matignon, mais plusieurs noms sont déjà pressentis et ils sont parfois issus de la droite conservatrice. C'est le cas notamment de Bruno Retailleau qu'on envoie au ministère de l'Intérieur. Votre analyse, Alexis, de ces noms alors, dans la presse. Mon analyse confirme les analyses que nous avons avec nos amis, avec Christophe Barbier, avec Arnaud Benedetti, développées au cours des 2 dernières semaines. À savoir 2 choses. La ligne, le barycentre, cher Steve, de la ligne politique du gouvernement en formation de Michel Barnier, qui va être annoncé, nous dit-on, d'ici dimanche, on va voir, sera celui d'un certain libéral-conservatisme. Je ne vous fais pas un dessin. On peut évoquer tout de suite les ministres pressentis. Cela le confirme. Vous venez de le dire. À l'intérieur, Bruno Retailleau, qui est un homme important. Didier Migaud à la justice, c'est le seul homme qui serait issu des rangs des divers gauches, disons. Sébastien Lecornu à la défense. Vous voyez, donc il représente très bien à droite, voilà. Jean-Noël Barrot pour le MoDem aux affaires étrangères. Annie Genevard, qui est une cacique de LR à l'agriculture. Rachida Dati, reconduite à la culture, ça on l'avait d'ailleurs évoqué. Et il y aurait donc aussi des personnalités moins connues, Laurence Garnier qui fait polémique avec le président. Alors justement, attendez une seconde. Okay. Patrick Hetzel à l'enseignement supérieur et l'entrée de notre ami, notre cher ami Benjamin Haddad qui lui représenterait la majorité présidentielle. Mais vous voyez bien, et ça c'est ma première remarque, après on va rentrer dans le détail, vous voyez bien que au-delà, c'est normal qu'il y ait des allers-retours importants et parfois polémiques entre Matignon et l'Élysée pour la formation d'un gouvernement. Il y a eu vraisemblablement ce que nous pouvons analyser comme une tentative assez précoce d'autonomisation du Premier ministre. Pour plein de raisons différentes, il y en a 2. La question du rapport de force, c'est-à-dire la perception qu'il a, à tort ou à raison, que le rapport de force lui est favorable, le président étant sorti un peu affaibli du long épisode que nous avons vécu. Et la deuxième chose, c'est ce que j'ai appelé avec vous, mais on va le reprendre, allez, on a lancé le concept, la requatriémisation de la Ve République. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que le chef du gouvernement, qui était président du Conseil à l'époque, il a carte blanche pour choisir ses différents collaborateurs. Et dans certains cas, on voit bien, il les impose au président. Moyennant, attendez, à Matignon. Moyennant des monnaies d'échange, et notamment un président de la République qui lâche du lest. Mais regardez quand même. Si Laurent Wauquiez, qui était évidemment dans le viseur de Michel Barnier, finalement n'ira pas et renonce à un poste à Bercy. Bon voilà, pensant sans doute d'ailleurs que c'est casse-gueule, on peut l'imaginer pour la suite. En revanche, Xavier Bertrand, qui faisait partie des chouchous, entre guillemets, du président, enfin, en tout cas, le président, indépendamment des affects personnels, mais souhaitait l'avoir dans le casting, eh bien, il n'y sera pas, car il n'entre sans doute pas dans le champ des désirs politiques de Michel Barnier. Alexis, on parle malgré tout encore d'ajustements attendus de côté de l'Élysée, et notamment autour du profil de la sénatrice LR Laurence Garnier, qui est pressentie au ministère des Familles et qui pose problème. Selon l'Élysée citée par Le Monde cet après-midi, Emmanuel Macron a alerté Michel Barnier sur ce point. Les discussions vont être intenses sans doute dans les prochaines heures. Alors, vous voyez, donc il faut résumer pourquoi il y a une pomme de discorde, une de plus, entre Michel Barnier et Emmanuel Macron sur les profils, sur les castings. Laurence Garnier, sénatrice Les Républicains, pas très connue du grand public, mais elle a un track record, si vous me passez l'expression, et je ne dis pas ça contre elle. Moi d'ailleurs, je suis neutre dans cette affaire, je vous décris ce qui se passe. L'annonce de sa possible nomination a suscité de nombreuses réactions, notamment au sein de ce qu'on appelle en France souvent le lobby LGBT, c'est-à-dire les associations des familles homoparentales qui ont alerté le gouvernement sur le fait qu'elle serait opposée à certains droits. Je suis sincère avec vous, je ne connais pas le détail de ces prises de position, mais ceci ressemble à des mises en garde antérieures, souvenez-vous, au moment du désir d'Emmanuel Macron de nommer Catherine Vautrin, qui était une sarkozyste, comme cette dame d'ailleurs, très conservatrice sur ce qu'on appelle entre guillemets... comme première ministre. Voilà, sur ce qu'on appelle entre guillemets les questions sociétales, les questions de mœurs si l'on veut, et donc ça fait polémique. Moi, je ne sais pas ce qui va en sortir. Ce qui est sûr, c'est que sur un plan personnel, et je suis loin de le diaboliser, je fais avec vous des analyses politiques. Vous voyez, on ne diabolise pas les gens ici à Radio J. Mais c'est ce qui est sûr, c'est que les idées fondamentales de Michel Barnier sur beaucoup de questions, depuis le contrôle des flux migratoires
jusqu'à l'élargissement indéfini des droits dans lequel une certaine démocratie procédurale nous fait entrer, il a des idées plutôt conservatrices. Et je pense qu'effectivement, les profils qu'il propose à l'Élysée sont des profils, c'est logique d'ailleurs, qui sont raccords avec ses idées. Chacun, dans la vie, c'est comme ça, qui se ressemble, s'assemble. Chacun s'apparie avec des amis, des collègues qui ont peu ou prou des idées, des conceptions philosophiques communes. On abordera dans quelques instants avec vous la réaction de la Macronie assez non pressentie. Mais avant ça, vous évoquiez tout à l'heure Laurent Wauquiez, le patron des députés LR, a choisi de ne pas rejoindre ce gouvernement. Comment est-ce que vous expliquez cette stratégie du pas de côté ou du soutien de l'extérieur? Alors, je l'explique d'abord par un élément psychologique qu'Éric Zemmour avait très bien résumé dans son livre de campagne, c'est le caractère hésitant de Laurent Wauquiez. Un pied dans le Rubicon, un orteil dans le Rubicon et le reste du pied en dehors. Vous voyez, c'est un hésitant. Bon, donc il est un peu dans l'atermoiement. Mais je l'explique aussi par quelque chose de plus objectif, de moins métapsychologique, qui est simplement qui se dit « Oh là !» Bon, l'intérieur, c'est dans la vision de droite qu'il a, c'est un fortin, regardez Sarkozy, ça l'a propulsé, on peut y aller. Là, il se dit « Oh là, si je vais à Bercy, je suis Sarkozy est passé par Bercy, ceci étant dit. » Vous avez raison, mais les finances publiques étaient moins dégradées à l'époque. Et donc il se dit « Je passe par une rampe de lancement », qui peut se révéler, comme pour Bruno Le Maire d'ailleurs, l'obligation de changer de métier. Bruno Le Maire, pour l'instant, prend du recul par rapport à la vie publique, mais il prend du recul aussi parce que, aux yeux de certains, je ne suis pas de ceux qui l'accablent, mais aux yeux de certains, il a raté. Donc, effectivement, je pense que Laurent Wauquiez se dit, préserve-toi, Coco. D'abord, cet attelage gouvernemental, c'est pas sûr qu'il tienne très longtemps. Et par ailleurs, on te propose l'un des postes les plus, pardonnez-moi l'expression, mais les plus casse-gueule, les plus glissants de ce futur gouvernement. Une réunion des députés Modem, Alexis, se tient depuis ce midi. Vont-ils ou pas participer au gouvernement Barnier? Rien n'est moins sûr, même si certaines voix, comme celle de l'ancien député Jean-Louis Bourlanges, les invitent, les adjurent même, c'est son terme, à rejoindre l'équipe gouvernementale. Alors, il y a péril en la demeure. Un mot, Alexis. Ajoute-t-il, la Macronie et ses alliés sont vraiment particulièrement divisés. Alors, Jean-Louis Bourlanges, c'est un homme très estimable, un grand combattant de l'Europe, d'ailleurs aussi. Ancien président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée. Et il est en lien, je ne dis pas en amitié, c'est beaucoup dire, mais il est en lien étroit avec Emmanuel Macron, donc ils se parlent. Quel est l'intérêt objectif d'un Jean-Louis Bourlanges? C'est qu'il y ait le maximum de gens qui représentent la sensibilité du centrisme libéral dans ce gouvernement, d'ailleurs, déjà fortement teinté de conservatisme sur tous les plans. Et donc il se dit, il pousse, vous voyez, pour que des gens qui leur ressemblent, entre guillemets, le rejoignent et que le barycentre de cet exécutif futur ne soit pas positionné trop vers la droite, voire, aux yeux de certains, vers une certaine droite extrême, dans certains cas. Oui, donc ça, c'est la première explication. Et la deuxième, c'est que Jean-Louis Bourlanges est aussi l'un de ceux qui, dans une recomposition politique particulièrement hasardeuse, il ne faut pas se leurrer, essaye, avec le président de la République, de sauver ce qui se peut de la matrice macronienne d'origine. Entre nous, c'est pas pour leur faire la leçon. Le seul homme de gauche, c'est Migaud. Donc, la matrice macronienne d'origine, elle en a pris un coup sur la carafe. Et par parenthèse, ça libère un espace considérable, à terme, pour le redéploiement d'une gauche de gouvernement indépendante qui jouera, bien sûr, la carte de l'opposition constructive. Merci beaucoup, Alexis Lacroix, d'avoir été avec nous. On peut vous réécouter sur radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. Bon après-midi, Shabbat Shalom. Et Shabbat Shalom dans l'immédiat à toutes nos auditrices, tous nos auditeurs.